L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la figure de proue du panafricanisme en ce 21e siècle. Kémy Séba, qu'on ne présente plus, il est le président de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste. Avec lui, nous parlerons des coups d'État au Sahel, nous parlerons de la France-Afrique, du conflit israélo-palestinien et nous parlerons également du Bénin. Bonjour à vous, Kémy Séba. Bonjour à vous. Merci d'avoir cette invitation. C'est un plaisir à répondre. Alors, d'entrée de jeu, vous allez nous dire ce que vous retenez sur le plan géopolitique des coups d'État au Sahel. On ne peut pas parler des coups d'État sans parler du contexte qui a entraîné ces coups d'État. Le contexte est lequel selon vous? Le contexte, c'est un écosystème qui a été créé depuis un certain nombre d'années dans un cadre d'ingénierie sociale par différents leaders d'opinion, dont nous, d'accord, mais aussi nos camarades, nos collègues de lutte, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi et d'autres, qui ont réussi, nous avons réussi, en éduquant les masses dans une bataille culturelle qui ressemble un petit peu à ce que Gramsci énonçait lorsqu'il disait que lorsqu'on veut affronter et déconstruire un système, il faut être capable de sensibiliser les masses populaires pour que celles-ci s'arment sur le terrain de la conscience historique, sur le terrain de la conscience politique, et s'arment par rapport aux différents enjeux du moment. Et on a réussi à faire monter dans le cœur des masses populaires africaines la connaissance de soi, la connaissance du système de prédation qui asphyxiait nos populations et aussi la connaissance de ceux qui se présentaient comme les alliés de nos populations mais qui étaient en réalité quelque part les pilleurs de ces dernières. Et c'est ce qui a fait que, parce qu'il y a eu ces mobilisations de masse, on a abouti par la suite à des coups d'État qui ne sont pas des coups d'État, disons les choses telles qu'elles sont, qui ont été voués aux gémonies par les populations, mais qui ont été au contraire, si on doit être dans une démarche d'observation factuelle, qui ont été des coups d'État qui ont été approuvés massivement par les populations. Comment ? Est-ce que vous saluez les coups d'État ? La question n'est pas de savoir si on salue, je vais être très clair sur les choses, la question est de savoir de quel type de coup d'État on parle. Parce que quand vous parlez de coup d'État, il faut différencier, je termine juste mon propos, il faut différencier les coups d'État par exemple que l'on voit au Tchad, qui ne sont absolument pas des coups d'État voulus par la population, vous le savez comme moi, il y a même eu des gens qui se sont mobilisés, qui ont été assassinés comme des chiens, il y a environ un an de cela. Et le gouvernement français ne dit rien, et d'ailleurs les dirigeants africains francophones ne disent rien sur ce genre de coup d'État. Ils ne disent rien non plus sur le coup d'État d'Oligui, d'accord, au Gabon, puisque ça arrange les intérêts français. Il y a des coups d'État par contre qui dérangent et qui sont voués aux gémonies, qui sont diabolisés parce que, évidemment, ils ne servent pas les intérêts de la puissance coloniale ou de la puissance néocoloniale. Moi, je dis qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais coup d'État, il y a une analyse de fond qu'on doit avoir sur le terrain de la restauration de l'État pour les uns et sur le terrain du coup d'État, qu'il soit constitutionnel ou coup d'État politique pour les autres. Alassane Ouattara qui se présente, qui, alors que la Constitution exigeait qu'il ne se présente qu'à 2 mandats, mais qui se présente à un 3e, c'est un coup d'État constitutionnel. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous ne créez pas un effet pervers dans le contexte actuel ? La perversité, c'est le pillage de nos ressources. La perversité, c'est que aujourd'hui encore, l'oligarchie française est une domination, une hégémonie culturelle, non pas auprès des masses populaires qui commencent à être fatiguées de cette arrogance de l'oligarchie française, mais une hégémonie auprès des élites africaines qui se sentent complètement complexées vis-à-vis de cette oligarchie-là. La perversité, elle se trouve là.
la notion de coup d'État, comme je le dis, il faut la regarder dans le viseur de ceux qui sont asphyxiés. Pour savoir si quelque chose est démocratique ou pas, démocratie, demos kratein, pouvoir au peuple, d'accord, il faut savoir ce qui est acclamé par le peuple et ce qui est hué, honni par ce même peuple. Aujourd'hui, au Tchad, Kaka Déby est honni par le peuple, c'est un coup d'État qui n'est pas validé par le peuple. En Côte d'Ivoire, le coup d'État constitutionnel de Alassane Ouattara a vu une opposition qui a été matée, d'accord, qui a été persécutée par une grande partie de la population. C'est un coup d'État constitutionnel, personne ne dit rien. D'accord. Au Sénégal, Macky Sall incarcère une voix qui est une voix dissonante. Je peux avoir des désaccords sur certains points avec lui, mais qui est une voix dissonante et qui veut un autre Sénégal, un Sénégal beaucoup plus dans une logique souverainiste. Il est incarcéré en violant les voies démocratiques. On n'a pas entendu quelconque dirigeant africain se plaindre de ces réalités-là. Au Bénin, au moment où je parle, on a des gens comme Joël Aïvo, comme Rekia Madougou, qui sont asphyxiés, qui sont incarcérés pour des accusations objectivement, disons les choses telles qu'elles sont, fallacieuses, et ça n'émeut pas les autres dirigeants de la région. Comment ? C'est pas du point de vue de la justice. Vous savez, l'esclavage était légal. Selon la justice française, selon la justice coloniale, l'esclavage était légal. Selon la loi française, le colonialisme était légal. La légalité se situe du côté du pouvoir. Il faut toujours regarder avec objectivité pour savoir si oui ou non la légalité est en adéquation avec le principe normatif de la justice. Et parfois, il peut y avoir des dissonances entre ces deux concepts, et c'est quelque chose sur lequel on doit être capable de réfléchir. Alors, tout le temps, vous parlez de l'oligarchie française. L'oligarchie française, elle est constituée de quoi et quoi? On entend par oligarchie un petit groupe d'individus qui détiennent les manettes économiques du pouvoir, d'accord, et qui, dans une logique empreinte de népotisme, incarcèrent tout ce qui a trait notamment à la logique de pouvoir gouverner la population, c'est restreint entre les mains d'un petit groupe d'individus et qui ne permettent pas donc l'épanouissement de la majorité du peuple qui sont censés être leurs administrés de manière générale. Et quand on voit en France, on ne peut pas dire que la politique de l'oligarchie française est une politique qui est partagée par l'immensité de la population française. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on a vu un schisme politique de fond où la majorité de la population qui était paupérisée exigeait un certain nombre de revendications qui ont été refusées par le petit groupe de gens qui marchent avec la finance internationale et qui donc par conséquent ne peuvent pas être en adéquation avec les intérêts de ceux qui, de par leur force de travail, fournissent la machine capitaliste, mais quelque part se paupérisent en travaillant de manière générale. Ce petit groupe est composé de qui et qui ? Écoutez, de la classe politique, des gens, des tenants de la finance internationale, des grands groupes issus des multinationales, de la banque de manière générale, et de politiciens de gauche ou de droite qui ont décidé de prêter serment à cette oligarchie néolibérale. Parce qu'on ne peut pas comprendre le système sans comprendre qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la doctrine politique globale qui est devenue quelque part la religion politique majoritaire dans le monde, c'est ce que l'on appelle le globalisme néolibéral. Un néolibéralisme qui est à la fois économique et sociétal, d'accord ? Le néolibéralisme étant l'ultime forme du capitalisme depuis l'effondrement du mur de Berlin dans les années 90, d'accord ? Ce qui s'est passé, c'est que le capitalisme est devenu la religion politique et économique majoritaire. Et elle a connu une hégémonie qui dépasse l'entendement, de telle sorte qu'elle a muté dans son ultime forme, dans sa pire forme, qui est le néolibéralisme, qui aujourd'hui rencontre des résistances aussi bien en Occident qu'ailleurs. Donc on ne peut pas avoir une vision monolithique en disant que l'Occident, du sommet jusqu'à la base, ce sont les mêmes. Non, il y a des tensions à l'intérieur de ces rangs. Et c'est pour ça que lorsque je parle de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie française, j'évite la facilité qui consisterait à dire que le problème, ce sont les Français ou les Occidentaux. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de prolétaires occidentaux qui soutiennent notre combat et qui ne se sentent pas concernés par les dérives. On parle également de la France-Afrique. La France-Afrique, pour vous, c'est quoi ? C'est la juxtaposition de deux oligarchies corrompues qui, dans une sorte de concubinage incestueux, établissent un système de prédation des ressources africaines, des ressources minières africaines, et font en sorte que le continent africain puisse être leur bijouterie, qui ne bénéficie évidemment pas à la population africaine. Dans une moindre mesure, elle bénéficie indirectement à la population occidentale, mais même le prolétariat occidental ne jouit pas réellement de ces ressources-là. C'est un petit groupe qui jouit de tout ça. Mais est-ce que lorsqu'on parle de pillage de l'Afrique, est-ce que les Africains que nous sommes n'ont pas une part de responsabilité ? Quand je dis que l'oligarchie africaine est responsable dans un cadre de concubinage incestueux avec l'oligarchie française, je sous-entends évidemment que ceux qui acceptent la dérive de l'oligarchie africaine sont eux-mêmes responsables. Et c'est pour ça que je dis toujours que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Les élites africaines aujourd'hui marquent systématiquement contre leur camp, ne servent pas les intérêts de leur population. Et c'est pour cette raison que nous appelons à la mobilisation contre les dirigeants africains corrompus qui sont à la tête de nos États. Tout à l'heure, vous me demandiez si je validais les coups d'État. Je vous
disais de manière très simple, la question n'est pas de valider ou d'invalider les coups d'État, la question est de savoir si oui ou non nous acceptons un système de néocolonisation qui existe encore au XXIe siècle. Nous disons non, nous sommes dans une démarche de souveraineté populaire, d'accord, et nous disons que les dirigeants avec lesquels nous acceptons d'échanger sont des dirigeants qui comprennent la nécessité d'être en adéquation avec les intérêts de leur population. On voit généralement vous exprimer avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de liberté. Quels sont les facteurs qui fondent cette assurance-là, Kémy Séba? La foi en moi-même, la foi en mon peuple, la foi en Dieu Tout-Puissant et la foi en nos ancêtres méritants. Est-ce que vous avez des partenaires? J'ai ma femme, stratégique. J'ai ma femme qui est une grande partenaire stratégique avec qui je dors et je vis, qui est une très grande partenaire. J'ai mon équipe Urgence Panafricaniste, qui est une organisation, peut-être l'organisation majoritaire sur le terrain du panafricanisme aujourd'hui, qui a des antennes dans la plupart des pays d'Afrique francophone, qui mène un travail extraordinaire sur le terrain social et politique. J'ai des partenaires géopolitiques sur lesquels on ne s'est jamais caché, d'accord, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud. Toutes les organisations des sociétés civiles qui sont financées par l'Agence française de développement, on ne leur pose jamais la question de savoir s'ils ont des partenaires. Ça ne dérange personne. Parce que la norme dans le système néocolonial, c'est qu'on marche avec le maître de la plantation. Mais lorsqu'on est dans une dynamique de chercher d'autres partenaires que ce que nous impose l'oligarchie d'Occident, ça devient comme une sorte de bug dans la société. Il faut bien qu'on comprenne une chose. Ceux qui connaissent un peu mon parcours savent qu'avant même que nous puissions créer ce schéma de partenariat géostratégique sur la sphère internationale, le combat et ma liberté de ton, je l'avais depuis toujours. Ça fait que je ne dise pas de bêtises, ça va faire 24 ans que j'ai commencé l'activisme politique. Ceux qui me connaissaient depuis l'époque où j'avais les cheveux savent que ma liberté de ton n'a jamais changé. Que ce soit devant Nicolas Sarkozy, que ce soit devant François Hollande, que ce soit devant les autorités occidentales, américaines de manière générale, ou aujourd'hui les autorités africaines. Aujourd'hui, les autorités africaines. Alors, aujourd'hui que vous mobilisez les masses et qu'il y a des coups d'État par endroit, alors, une fois les coups d'État effectifs, quelles sont vos aspirations? Nos aspirations, c'est qu'il y ait une restructuration du système politique, parce que la démocratie néolibérale, synonyme, j'y arrive, de la démocratie occidentale, a échoué sur le continent africain. Aujourd'hui, on parle de démocratie qu'à partir du moment où les dirigeants, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, cèdent un certain nombre de marchés aux autorités occidentales et respectent les accords de coopération qui sont rien d'autre que les accords de recolonisation structurés à l'époque du général de Gaulle et de Jacques Foccart. Nous voulons aujourd'hui une nouvelle forme de démocratie. Une démocratie qui soit donc la fusion, j'y arrive, ne soyez pas trop pressés, on a 52 minutes d'après ce que vous m'avez dit, qui soit donc la fusion entre deux entités, les sociétés civiles patriotiques africaines, comme on en voit du côté du Mali, comme on en voit du côté du Burkina Faso, comme on en voit du côté du Niger, d'accord, avec alliés à des entités qu'elles soient militaires ou autres, et qui comprennent, puisque nous sommes, il faut bien qu'on comprenne une chose aujourd'hui, au XXIe siècle, depuis la destruction par la France et les États-Unis de la Libye, il y a une déstabilisation du Sahel qui crée une insécurité systémique dans nos pays et qui nécessite donc qu'il y ait de plus en plus, à mon sens, de militaires qui prennent aussi des responsabilités au niveau du pouvoir et que ce pouvoir soit partagé avec des citoyens patriotes, panafricanistes, qui ont une vision politique, géopolitique et qui comprennent la nécessité de justement joindre ces deux forces. De joindre ces deux forces-là. Alors aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas de craintes par rapport aux militaires qui ont pris le pouvoir aujourd'hui? Vous savez, on ne signe pas de chèque en blanc ou de chèque en noir. Nous partons du principe que chacun des militaires qui prend ses responsabilités, d'accord, pour restaurer un État qui était parti à la dérive, c'est comme quelque part un conducteur de bus qui est nommé, s'il est censé être engagé pour vous amener au point B, et qu'il vous amène en dehors des lettres de l'alphabet, vous avez la responsabilité de reprendre le volant et de mettre hors d'état de nuire le conducteur qui était un petit peu éméché. C'est la même chose. Il y a des dirigeants, Bazoum, on a eu des dirigeants Ibrahim Boubacar Keïta, on a eu des dirigeants Roch-Marc Kaboré et autres, etc., qui ont conduit le bus hors de la voie qui était prévue. Certains militaires qui ont été portés par des sociétés civiles patriotiques, et auxquels, je le dis très clairement, on a contribué de par notre ONG Urgence Panafricaniste, ont pris leurs responsabilités, tant qu'ils sont dans une voie qui sert les intérêts de nos populations, qui va dans le cadre de l'autodétermination, qui va dans le cadre de la justice sociale, qui va dans le cadre de la lutte réelle contre le terrorisme, non pas en s'alliant à ceux qui ont causé ce terrorisme. C'est comme si vous, pour éteindre le feu, vous appelez le pyromane en disant « Est-ce que tu peux m'aider à éteindre le feu » alors que lui, il a un doctorat pour allumer ce feu-là. C'est un petit peu de la schizophrénie politique. Alors, lorsque vous voyez ces militaires-là, est-ce que pour vous, il s'agit de coups d'État salutaires ou simplement de révolution de palais ou d'une transposition
de guéguerre personnelle. Les deux. Parce qu'on a comme l'impression que ce sont des rapports de force qui sont exprimés. Il y a des chefs d'État qui sont en place depuis des décennies et qui n'ont pas encore de coup d'État. Peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça arrivera. Mais ça arrivera lorsque le rapport de force sera en défaveur de ce dernier. Alors, je vais vous répondre de la manière la plus simple possible. Vous savez, un coup d'État et une révolution de palais ne sont pas antinomiques, elles ne sont pas antagonistes. On a le cas du Niger avec mon grand frère et aîné et ami, le général Tchiani, avec lequel nous nous entretenons régulièrement, qui, à la base, était du côté, disons les choses telles qu'elles sont, même s'il avait ses convictions, qui étaient du côté, que ce soit d'Issoufou, du général Bazoum, etc., et qui, à un moment donné, pour des querelles internes, disons les choses telles qu'elles sont, a saisi l'opportunité, quelque part, peut-être de corriger, de rectifier des choses qu'il estimait ne pas avoir été bien faites auparavant. Et il a donné une autre direction. Certains diront peut-être que ça a été dans une dynamique qu'il a saisi les opportunités malicieuses. D'autres, moi, pour échanger beaucoup avec lui, je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui avait des convictions, mais qui malheureusement, comme beaucoup de nos militaires, comme beaucoup de gens qui sont dans les corps constitués, ils ont leurs idées, mais malheureusement, parfois, la nécessité de servir l'autorité est supérieure à leurs idées. Il a décidé de privilégier, au moment de la dissension qu'il y avait, ses idées par rapport à la nécessité de servir. On ne peut pas s'en plaindre, et c'est quelque chose qui a servi nos intérêts. De l'autre côté, il y a une querelle de palais au Gabon. Ça n'a pas servi, visiblement, la logique de la panafricanité en tant que telle. Donc, chaque situation... Pourquoi vous estimez que ça n'a pas servi la logique de la panafricanité à ce niveau? Vous savez, on est dans un système, certains diront même qu'on est dans un pays, en réalité, dans un royaume ou dans un empire qui s'appelle la France-Afrique. C'est une réalité. Et tant que les tenants de cette France-Afrique ne sont pas destitués ou déstabilisés, tant que la matrice de cette France-Afrique, qui est l'oligarchie française, n'est pas insatisfaite et n'est pas déstabilisée, c'est que quelque part ça sert ses intérêts. On a vu la manière dont le gouvernement français a réagi avec arrogance vis-à-vis du président du Mali, vis-à-vis du président du Burkina Faso, vis-à-vis du président du Niger. Pourquoi ne réagit-il pas de cette même manière avec le dirigeant du Tchad ou avec le dirigeant du Gabon? Parce que ces deux entités, ces deux personnes servent évidemment les intérêts du gouvernement français. Mais est-ce qu'il n'y a pas... est-ce qu'on ne tord pas le coup à la démocratie? Lorsqu'on prend le cas du président Mohamed Bazoum, il a été élu 2 ans et demi après, juste, et on lui fait un coup d'État ainsi, alors qu'il vient fraîchement d'être élu, comparativement à d'autres qui sont au pouvoir depuis des décennies. Est-ce que pour vous... Vous avez des exemples? Parlez de Paul Biya, par exemple? Vous êtes en train de citer des noms. Si vous parlez, vous avez peut-être peur de citer des noms, moi je vais les citer pour vous. Paul Biya, tout le monde connaît mon regard sur ces dirigeants. Je n'ai aucune complaisance pour aucun dirigeant qui asphyxie sa population. Ça, c'est pas à moi qu'on pourra faire ce procès, ni au mien de manière générale, qu'on soit très clair. Mais maintenant, en ce qui concerne Mohamed Bazoum, c'est vous qui dites que c'était une démocratie. Vous savez, si c'était véritablement une démocratie, moi j'ai vu comment Erdogan, lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État contre lui, j'ai vu comment le peuple est sorti dans la rue pour protéger Erdogan. Quand le peuple se sent volé par rapport à quelque chose, il se manifeste massivement. Vous avez vu même pas une personne, mais une souris sortir dans la rue pour manifester, pour soutenir Bazoum. Moi j'ai cherché à la loupe, je n'ai pas trouvé. On a même envoyé des drones pour regarder, je rigole, mais on n'a pas trouvé. Bazoum était dans une succession, parce que c'est aussi ça qui crée la crise de la démocratie dans nos pays. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi capable de le dire. C'est parce que la démocratie telle qu'elle a été appliquée n'est rien d'autre qu'un système qui sert les intérêts de l'Occident, mais cela ne respecte jamais ou très rarement le choix des urnes. C'était une succession entre Issoufou et Bazoum. Ce n'était pas une élection. Avant qu'il y ait élection, il y a eu sélection. On a sélectionné les gens qui pouvaient concourir, on a sélectionné les gens même qui pouvaient voter, et on a fait en sorte que les choix qui soient priorisés soient les choix qui permettent de donner les voix à l'héritier d'Issoufou. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui a donné l'élection de Bazoum. Mais elle n'est pas démocratique en tant que telle. Maintenant, si on veut parler de son bilan, le bilan est bon selon les critères, quelque part, de l'oligarchie française, mais en ce qui concerne la paupérisation de la population, qu'on ne nous montre pas. Moi, je fréquente le Niger, j'ai pas attendu cette année pour le fréquenter. Je peux même dire avec simplicité qu'on a aussi beaucoup contribué à mobiliser les populations depuis des années au Niger, avec mon camarade et représentant de notre ONG Urgence panafricaniste au Niger, l'ancien député Oumarou Abderrahman. Je peux vous assurer que le peuple souffre depuis très longtemps et que la prétendue démocratie dont vous parlez en répétant, mais c'est pas votre faute, hein, je ne vous en veux pas, mais en répétant ce que dit France 24 quand il disait que sous Bazoum c'était la démocratie, le peuple ne vit pas ça. Et si le peuple est autant massivement dehors, c'est parce qu'il y a une poussée démocratique à travers l'expression
de la souveraineté populaire prônée par le général Thierry. Selon vous, la démocratie doit être quoi dans nos pays africains? Je vous ai répondu, c'est qu'il faut donner la véritable parole déjà à la société civile, parce que la société civile, c'est l'architecture, quelque part, de l'expression populaire de nos jours. Zbigniew Brzezinski, pour lequel je n'ai pas un grand respect, mais était un visionnaire sur certains points, disons les choses telles qu'elles sont, disait que le passage du XXe siècle au XXIe siècle sera le passage du transfert du pouvoir qui auparavant était aux mains des technocrates et qui arriverait progressivement aux mains des sociétés civiles. Les sociétés civiles en Afrique sont devenues l'expression de l'opinion publique, de l'opinion populaire. Et le problème est que dans les sociétés occidentales où la technocratie est mise en avant et où les sociétés civiles sont réprimées, sont asphyxiées, sont humiliées, comme nous vivons dans des pays qui sont sur le terrain colonial, des répliques de la matrice coloniale, eh bien, tout est fait par les dirigeants gérontocrates pour la plupart pour asphyxier la population, et cela crée quelque part une dérive dans la réflexion et une tentative de surdité vis-à-vis de l'opinion populaire. Et c'est ce qui fait que certains dirigeants se murent dans l'indifférence et dans le silence et ne prennent pas en considération l'avis de la majorité. Et après, quand il y a des coups d'État, ils sont surpris. Nous sommes quelque part des entités qui signalent ce qui ne va pas. Nous ne sommes pas là, contrairement à ce qu'on pense, pour appeler, d'ailleurs je n'appelle pas à la violence, et tous ceux qui nous connaissent le savent pertinemment, avec le nombre de gens qui me suivent en Afrique, si je voulais appeler à la violence, croyez-moi que je pourrais le faire à la seconde. Mais je ne le fais pas parce que avoir une influence sur des millions de gens, c'est aussi une responsabilité. Mais nous refusons la violence sociale, la violence économique, la violence politique prônée par nos dirigeants africains, pour la plupart marionnettes de l'oligarchie d'Occident. Alors, lorsque vous parlez de dirigeants marionnettes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un écosystème qui est favorable à cela? Est-ce que selon vous, nos textes, nos constitutions, nos procédés d'élection, tout cela ne concourt pas à cela? Parce qu'on a vu pour la plupart du temps des chefs d'État qui avaient un discours un peu comme le vôtre avant d'accéder au pouvoir. Vous avez des exemples de personnes qui, avant d'accéder au pouvoir, avaient un discours comme le mien? Ça m'intéresse. Comme je suis un féru, un très grand passionné d'histoire. Vous avez ne serait-ce qu'un exemple? Plus ou moins. Par exemple, lorsqu'on prend le cas du président Macky Sall, il était contre. Non, Macky Sall n'avait pas mon discours avant d'arriver aux élections. Je vivais au Sénégal, il n'y avait pas mon discours. C'est pas vrai. Plus ou moins. Non, il avait un discours contre Abdoulaye Wade, mais il n'avait pas un discours de rupture avec la France-Afrique. Jamais. C'est pas vrai. Ça, on peut prendre le pari et sortir les discours, on peut les sortir en archive. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui amène nos dirigeants à se dédier une fois au pouvoir, pour la plupart? Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé d'écosystème avec les marionnettes, mais il ne peut pas avoir de marionnettes sans marionnettistes. Et les marionnettistes, ce sont ceux qui ont créé les textes, ceux qui ont créé nos constitutions. Sur quoi se sont adossées nos constitutions? Sur la constitution française, de manière générale. La constitution française s'appuie sur quel texte? Des textes qui sont régis pour une population bien précise. Les textes napoléoniens, le code napoléonien de manière générale. Napoléon Bonaparte lui-même, l'un des plus grands négrophobes de l'histoire récente, si on doit parler même de récent en tant que tel, en tout cas des siècles derniers. Nos peuples basent leur législation sur un système négrophobe par essence. Et ça crée donc une schizophrénie quelque part à la tête de nos États. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si un jour notre génération prend le pouvoir, et ça arrivera, il est évident qu'on devra créer une refonte totale des textes, refaire nos constitutions pour que ce soit beaucoup plus en harmonie avec les réalités endogènes de nos populations, que ce soit en harmonie, en adéquation avec notre ontologie africaine, que ce soit en harmonie, plus que jamais, avec notre paradigme civilisationnel en tant que tel. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, surtout à l'ère de l'émergence de la multipolarité, où il est important que chaque peuple puisse aussi être en adéquation avec ses propres réalités. Avec ses propres réalités. Alors aujourd'hui, nous avons des coups d'État de part et d'autre, mais le terrorisme continue de faire montre quand même de violence. Nous voyons que la plupart des jeunes au pouvoir font des rapprochements un peu avec la Russie. Certains estiment que la Russie les réconforte dans cette position va-t-en-guerre, si on peut suivre certains commentaires. Je ne sais pas si on peut parler de va-t-en-guerre. Le Sahel est détruit, est déstructuré et déstabilisé par les entités occidentales, américaines et françaises qui ont une responsabilité historique et hystérique face à cette réalité, que les frères dirigeants dans cette sous-région au Sahel décident de choisir et de chercher d'autres partenaires, n'a rien de surprenant. Est-ce que maintenant la Russie est la solution éternelle pour qu'on puisse s'en sortir? Moi, je ne crois pas au Messie en dehors de notre peuple. Je pense que le seul Messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et je fais partie de ceux qui pensent fondamentalement que la Russie est un partenaire ponctuel, mais ne pourra pas être un partenaire éternel.
Et que le seul partenaire éternel de l'Africain, c'est l'Afrique elle-même. Je suis très clair dessus. Et je pense que c'est important que l'on puisse le rappeler. C'est important qu'on puisse le rappeler. Et donc, vous avez des craintes par rapport à la Russie aussi? Moi, je ne crains que Dieu. Donc, je ne crains personne d'autre. Et je dis toujours à nos camarades en Russie, comme je le dis quand je vais à Cuba, comme je le dis quand je vais en Iran, comme je le dis quand je vais en Turquie, qu'on peut être partenaire aujourd'hui, mais qu'ils ne fassent pas l'erreur de répéter l'attitude et le comportement du gouvernement français. Parce que de la même manière dont nous nous rebellons depuis des années contre le gouvernement français, le jour où certains d'entre eux iront dans une logique de zaïer, eh bien, je pense que la jeunesse africaine prendra, et nous prendrons nos responsabilités en première ligne, nous prendrons notre responsabilité. Mais non, le passif de la Russie en Afrique ou de l'Union soviétique n'est pas un passif de colonialisme, c'est un passif de soutien aux forces anticoloniales. C'est important qu'on puisse le rappeler, que ce soit les révolutionnaires africains des années 60, des années 70, tous ont été, ou une grande majorité, ont été soutenus à un moment ou à un autre par l'Union soviétique. Même Mandela, dont on parle, a été soutenu par l'Union soviétique. Donc il est important que l'on puisse rappeler que même s'il y a beaucoup de critiques à poser vis-à-vis de la Russie, qui est très loin d'être parfaite, mais sur le continent africain, dans un positionnement qui, pour certains, est peut-être opportuniste, pour d'autres est stratégique, peu importe leur motivation, mais ils se sont toujours posés en contrepoids de l'entité coloniale occidentale, et c'est quelque chose qui doit être important, à mon sens, de rappeler, ce qui ne signifie pas que nous pensons que la Russie est le messie de nos populations. Je ne le crois absolument pas. Le seul messie de l'Afrique, et je l'ai dit au Parlement russe, c'est l'Afrique elle-même. Et si les Russes décident d'imiter, ou les Chinois, d'accord, ou les Turcs, ou les Iraniens décident d'imiter le comportement des entités occidentales, ils verront un autre visage que le visage du partenaire africain qu'ils ont actuellement. Alors aujourd'hui, on a comme l'impression que l'Afrique paraît un peu désarticulée avec ses coups d'État de part et d'autre. C'est une impression selon qui? Bon, c'est ce qu'on peut observer, parce que de côté, il y a la CEDEAO, après, il y a eu un conglomérat des États du Sahel qui a été créé également. La CEDEAO est désavouée par le peuple, mon cher frère. La CEDEAO, aujourd'hui, c'est un conglomérat, justement. Est-ce que ce n'est pas votre opinion à vous? Non, c'est l'opinion majoritaire dans la rue. Si vous voyagez un peu, je suis sûr que vous le faites comme moi, peut-être moins que moi, mais vous le faites, vous verrez que les mobilisations de masse aujourd'hui, vous, hégémonie, ont une haine viscérale vis-à-vis de la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO avait menacé dès le départ le Niger, et aujourd'hui la CEDEAO, elle a que rentré entre les jambes? Parce que l'opinion publique majoritaire en Afrique francophone est contre la démarche, et contre l'arrogance, et contre la servilité de la CEDEAO. Mais est-ce que la CEDEAO devrait avoir autre opinion que cela? Et lorsqu'on parle de servilité de la CEDEAO, au sein de cette CEDEAO, nous avons des pays quand même anglophones, comme le Nigeria, le Ghana. Vous pensez que ces pays seront aux ordres de la France? Mais de manière factuelle aujourd'hui, le Nigeria, le Ghana ont suivi les désirs, les intérêts de l'oligarchie française. Ce n'est pas une analyse de Kémy Séba, c'est une observation qui est perçue par tout le monde. Tinubu, aujourd'hui, qui prend les rênes de la CEDEAO, a eu des échanges multiples et variés avec l'oligarchie française. Tout le monde le sait. Non, ce n'est pas une question, j'ai des preuves. Vous allez sur Google, vous verrez. La CEDEAO a communiqué à plusieurs reprises, a échangé à plusieurs reprises avec le président Macron. Ce n'est pas un secret. Le président Macron a même proposé, en cas d'action militaire de la CEDEAO, a proposé l'aide et le soutien de l'armée française. Donc ça, ce n'est pas une trouvaille ou une vision ou du complotisme made in Bénin. C'est une constatation que vous pouvez observer en allumant votre smartphone et en constatant les informations qui sont données par tout le monde, y compris par une presse que nous n'apprécions pas foncièrement, qui est la presse française. Même si, et si en ce moment-ci vous étiez un des dirigeants de la CEDEAO, quelle aurait été votre attitude? Moi, j'aurais une attitude qui consiste d'abord à faire un référendum, parce qu'on n'engage pas une armée d'un pays sans demander l'avis de la population. La majorité de la population au Nigeria est contre une intervention au Niger. Ça, ce sont les faits. Et le problème de ces dirigeants, c'est qu'ils n'écoutent pas la population. Nous sommes des relais aujourd'hui et des voix très influentes auprès de ces populations. Et je voyage partout en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, pas seulement. Je peux vous assurer que la majeure partie de la population en a marre de la cécité de la CEDEAO, qui est devenue un club d'autocrates, d'accord, qui n'écoutent pas leur population, d'accord, et qui sont dans une logique de concubinage incestueux, comme je le disais tout à l'heure, avec les intérêts de l'oligarchie d'Occident. Ce sont les faits. Aujourd'hui, il y a une bipolarisation du monde. Il y a l'Occident et il y a ceux qui résistent à l'Occident. Je suis obligé de le dire, ou du moins il y a l'élite d'Occident et ceux qui résistent à cette élite en tant que telle. Et nos États, malheureusement, parce qu'ils sont constitués comme ça, structurellement, servent trop souvent l'agenda de l'oligarchie occidentale. Là, encore une fois, ce sont des faits. Et il y a aujourd'hui des dirigeants qui ont décidé de résister, mes frères et amis, d'accord, et qui ont décidé d'avoir une autre voie. On l'a vu notamment à l'ONU, où bon nombre de dirigeants africains
ont exprimé une nouvelle voix, une nouvelle tonalité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez? Quelle action vous pouvez tenter quand même pour que les deux peuples peuvent renouer avec les communautés actuelles? Quand vous dites les deux peuples, vous parlez du peuple du Niger et du Bénin. Mais pour les transactions de part et d'autre. Vous le voyez, nous avons parlé, nous sommes entretenus longuement, très largement, pour exprimer l'amour du peuple béninois pour le peuple. J'y viens si vous permettez, mais dans chaque réflexion, il y a une introduction, un développement, une conclusion. Oui. Et pour exprimer la solidarité du peuple béninois et pour trouver des voies et moyens, d'accord, pour contourner les sanctions qui sont à l'œuvre actuellement vis-à-vis de la population nigérienne. Je vais vous faire une confidence. Les sanctions vont être levées très prochainement. Parce que la CEDEAO, et ça je vous le dis parce que je l'ai entendu, je ne devrais pas trop en dire en réalité, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort parfois, mais je vous donne juste un petit indice. À l'heure actuelle, ceux qui sont le plus pénalisés par les sanctions vis-à-vis du Niger se trouvent peut-être, il y a la population nigérienne de facto, mais la population béninoise est extrêmement pénalisée par les sanctions qui sont imposées au Niger. Et le problème, c'est que ces sanctions étaient imposées par un gouvernement qui, parce qu'il vit, d'accord, complètement déconnecté des problématiques du bas peuple, ne sentait pas, n'avait pas une dynamique d'analyse prospective par rapport à comment dirais-je, l'écho, la portée de ces sanctions. Vous avait le choix? On a toujours le choix, monsieur, on a toujours le choix. Même quelqu'un, je vous le dis clairement, quelqu'un comme Faure Gnassingbé, qui est très loin d'être quelqu'un que je porte en estime, tout le monde le sait, par rapport au climat d'injustice sociale qui règne dans son pays. Disons que ce n'était pas une opération de charme. Mais qu'on soit très clair sur les choses, Faure Gnassingbé a eu une intelligence beaucoup plus grande que la plupart de ses pairs dans la sous-région par rapport au traitement de la question du Niger, que ce soit par rapport au Niger, que ce soit par rapport au Mali, ou autre, peut-être parce qu'il sent le vent tourner. Justement. Peut-être. Vous savez, en politique, la question d'opportunisme, à un moment donné, il faut être capable de la mettre entre parenthèses. Ce qui compte, c'est l'attitude, c'est le comportement. Il y a des gens qui sont versatiles, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont à un moment donné à un point A, à un moment donné à un point B. Ce qui compte pour la population, c'est que, in fine, on puisse servir les intérêts de cette population. Il ne faut pas qu'on oublie, hein, même le président du Cap-Vert, si je ne m'abuse, a refusé l'intervention militaire. Dans la CEDEAO, tout le monde n'était pas d'accord avec l'intervention. Camille Seba, est-ce que vous avez aujourd'hui des ambitions politiques? Parce qu'on vous voit beaucoup plus commenter, dire tel président se comporte de telle façon, tel est ci, tel est ça. Mais certains, quand même, ont soif de vous voir, vous aussi, aux actions un jour pour voir quel serait Camille Seba une fois président de la République. Déjà, pour commencer, la politique, Politéa, participation à la vie de la cité, ça ne se limite pas. Je sais que dans nos pays, la seule chose qui intéresse les gens, c'est le pouvoir suprême. D'accord? Mais la politique ne se limite pas à être ministre, député ou autre. Participer à la vie de la cité, ce que nous faisons, nous sommes des leaders politiques citoyens et l'influence que nous avons est supérieure à la plupart des gens du gouvernement béninois et d'autres gouvernements en Afrique francophone. Je pense qu'on doit être aussi capable de le dire. Le deuxième point, est-ce que j'ai des ambitions institutionnelles? Pour être un peu plus précis sur votre question, je vais être très clair. Moi, la chose qui m'intéresse, c'est de servir mon peuple, quel que soit le rôle. Il y a des gens qui commencent à faire de la politique que quand ils rentrent dans des postes institutionnels. On n'a pas attendu cela pour faire, que ce soit sur les questions de la souveraineté économique, que ce soit sur les questions de la souveraineté monétaire, que ce soit sur les questions de la justice sociale, où nous proposons des programmes de microcrédit vis-à-vis de femmes en état d'extrême précarité sous le nom de Alodo, dans ce pays, au Bénin, mais aussi dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Mali et ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas attendu qui que ce soit pour le faire, suivant l'adage de notre organisation, qui est ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Est-ce que maintenant, dans quelques années, on pourrait me voir peut-être briguer un mandat électoral? Ma mère m'a appris à ne jamais insulter l'avenir. D'accord? Et donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est de servir notre population, la population africaine dans sa globalité, et évidemment la population béninoise dans son particularisme, avec toutes ses réalités. Donc, est-ce qu'il est possible qu'un jour, je franchisse la ligne et aille sur le terrain institutionnel? Rien n'est impossible, évidemment. Rien n'est impossible. Donc on peut espérer. Mais je m'en voudrais de ne pas vous poser une question. Vous seriez un de mes électeurs. On en reparlera. Je m'en voudrais de ne pas vous poser une question liée à l'actualité quand même au Bénin. L'ancien président de la République, Boni Yayi, a pris les rênes de son parti politique. Les démocrates, le président Donnel est devenu président de la déformation politique. Est-ce que cela vous donne certains ressentis? Moi, vous savez, il y a un frère que j'apprécie beaucoup au sein des démocrates, qui était auparavant avec Candide Azanae, c'est le frère Guy Mitopé. Voilà, qui est un jeune comme moi. Et j'aimerais voir plus de jeunes prendre plus de responsabilités.
parce que c'est l'heure de notre génération. Et ce que vous voyez quand vous voyez des opérations de restauration de l'État, c'est comme ça qu'on les appelle, ce ne sont pas, à part le général Tchiani, qui est en effet notre aîné à tous, la majorité sont tous très jeunes. C'est une expression populaire aussi. Donc je pense que les partis des démocrates ont leur raison pour élire Yahya Boni, d'accord, qui reste, je pense, encore très audible dans une partie du pays, notamment dans le Nord. On l'entend. Mais je pense qu'il faut donner encore plus de responsabilités aussi aux jeunes. C'est très important. Et dire cela ne signifie pas que nous manquons de respect à Yahya Boni, qui a été, quand on fait le bilan aujourd'hui, je le dis objectivement, j'avais beaucoup de critiques vis-à-vis de Yahya Boni, mais quand je vois ce que fait le président Patrice Talon, je me dis que le passé n'était pas si infernal que ça par rapport au présent que nous avons. Mais lorsque vous connaissez un peu le passé entre Boni Yaye et Patrice Talon, aujourd'hui que Boni Yaye devient quand même la figure de proue de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, est-ce que vous ne craignez pas que les vues du monde soient ressassées? La figure de proue de l'opposition sur le terrain des partis politiques, le peu qu'on autorise à exister au Bénin, oui, si vous voulez. Après, est-ce que c'est la figure de proue? Ça, ce sont des affaires entre eux, et il faut interroger des gens du Parti des démocrates, ils vous diront ce qu'ils en pensent. Moi, je n'ai pas d'avis en tant que tel, je ne suis pas membre des démocrates, je n'ai pas pour projet de l'être. Ce qui se passe à l'intérieur des démocrates, c'est la cuisine démocrate. Ce qui se passe à l'intérieur du clan panafricaniste, ça se passe à l'intérieur de notre cuisine. Ce qui se passe à l'intérieur du FCBE, enfin, FCBE, je ne sais pas si FCBE, c'est un parti politique, d'opposition. Oui, enfin, d'opposition. Vous savez, l'avantage quand on voyage un peu partout dans le monde et qu'on voit la politique de manière globale, c'est qu'on a une sainte horreur de ceux qui ne respectent pas l'intelligence des électeurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une vraie opposition de fond. Et c'est pour ça que nous menons ce travail, d'accord, vis-à-vis de ceux qui bafouent le peuple. Et c'est cette opposition-là que nous menons plus que jamais. Et ce n'est pas une opposition, il faut bien qu'on soit précis. Même si je ne porte pas en estime Patrice Talon politiquement, j'ai même un mépris politique et idéologique pour l'individu, je peux le dire très clairement. Et ce n'est pas manquer de respect à qui que ce soit que de dire cette réalité. Mais ma critique ne se limite pas à Patrice Talon, c'est la critique d'un système. Et ce qui a manqué trop souvent, je pense, à l'opposition, à certains de l'opposition au Bénin, c'était une critique du système. Certains étaient anti-Talon, de manière factuelle, mais ne voulaient pas changer le système qui a porté Talon et qui, avant lui, a porté tous ceux qui ont précédé Patrice Talon. Il faut qu'on puisse le dire. Si on ne déconstruit pas la France-Afrique, mais qu'on s'attaque à Patrice Talon, ceux qui remplaceront Patrice Talon seront eux-mêmes les tenants d'un système de prédation de nos populations. Donc il faut déconstruire la France-Afrique. C'est ce qui se passe un peu partout en Afrique, au Sahel en tout cas. C'est la France-Afrique que nous devons déconstruire. Et ceux qui sont les tenants et les partisans de cette France-Afrique devront eux aussi être déconstruits politiquement. Mais à vous entendre, on a l'impression que sur Patrice Talon, vous n'avez noté rien de positif. Écoutez, vous savez, moi je fais partie des gens qui ont cru à Patrice Talon au tout début de son mandat. J'ai pas de problème à le dire. Comme la majorité des Béninois. Il faut qu'on puisse être capable de le dire. Beaucoup de Béninois ont cru en Patrice Talon. J'ai cru en Patrice Talon. J'ai cru en son équipe, j'ai cru qu'il avait une vision autre. Et je me disais que face à Lionel Zinsou, même Aramor serait plus patriote que Lionel Zinsou. Maintenant, sur le terrain du développement infrastructurel, oui, le Bénin, bénéficiant d'une conjoncture favorable, disons les choses là aussi telles qu'elles sont, il y a eu un certain nombre d'infrastructures qui ont été développées, qui ont été créées. Il y a un peu plus de routes à certains endroits. Moi, dans le quartier où je vis, parce que j'aime être proche de la population, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de route. Et que il vaut mieux rouler parfois ou marcher avec un dromadaire que rouler en voiture dans les endroits où je suis. Quand il y a des inondations, je peux vous assurer qu'il faut parfois avoir une bouée pour marcher aux endroits où nous sommes. Ça, ce sont des réalités. On n'est pas à la Vive, on n'est pas près du palais présidentiel, on n'est pas près de l'aéroport, on est dans des zones où la majorité des Béninois vivent. Ça aussi, on doit être capable de le dire. Mais ces travaux se font à travers le pays? Moi, ce que je dis, je voyage un peu partout dans le pays, les travaux, si on doit résumer le Bénin de Patrice Talon aux travaux, oui, il y a des travaux. Est-ce suffisant? Quand je voyage ailleurs, je dirais non. Mais oui, en effet, il y a des travaux qui sont faits. Maintenant, le problème, c'est quand il y a le développement infrastructurel, mais qu'il n'y a pas le développement humain, c'est quelque chose qui pose problème. Il y a une paupérisation, un casse social, une paupérisation extrême d'une grande partie de la population. Vous allez dans le Nord, on est dans une paupérisation qui dépasse l'entendement. Et du Bénin que je visite, dans lequel je voyage depuis des années, de la patrie de mon père, de la patrie de ma mère, la terre de mes pères, la terre de mes aïeux, je ne pouvais pas imaginer que le Bénin se trouverait dans une situation sur le terrain social aussi chaotique, où il y a eu un petit groupe de la population qui n'a jamais été aussi bien
Parfois, j'ai l'impression d'être à Beverly Hills quand je vois certains coins de Cotonou, d'accord, où la petite oligarchie vit dans l'opulence qui dépasse l'entendement. Mais de l'autre côté, quand vous allez voir la majorité de la population, moi j'ai vu des gens, moi Kémy Séba, j'ai dû me transformer en modérateur tellement les Béninois étaient en colère par rapport à la gestion du pouvoir par le clan Talon. Et c'est pour ça que je dis au clan Talon que s'ils pensent que sans tricher, ils vont gagner les prochaines élections, je pense qu'ils se trompent lourdement. Aujourd'hui, il y a une paupérisation qui touche en majorité les femmes, qui touche en majorité les enfants. On a des foyers... Il y a des efforts pour la promotion de la gente féminine. Les efforts, oui, on crée des statuts pendant le même temps, on a carcéré les Nadine Okumassoun, on fait en sorte, parce qu'on parle, moi je vous parle, on fait des microcrédits pour la population, d'accord, on fait des microcrédits pour les femmes. Quand vous dites qu'il y a des efforts, la majorité des femmes de ce pays ne sentent pas ces efforts. Quand on casse les petits commerces de proximité qui étaient au bord de la route et qui permettaient à certaines femmes de pouvoir nourrir leur famille, vous dites que ce sont des efforts pour qui? Parce que vous savez que les populations sont toujours insatisfaites. Écoutez, si on va à ce rythme-là, on va laisser le pire des présidents en disant, vous savez, les populations sont toujours insatisfaites, on fait ce qu'on doit faire. Moi, je voyage dans ce pays, je parle avec les gens tous les jours. Si vous marchez avec moi, ne serait-ce qu'une heure, vous verrez que toutes les 5 minutes, comme vous m'avez arrêté dans la rue, toutes les 5 minutes, les gens m'arrêtent dans la rue. D'accord? Et les gens me témoignent de leur souffrance, me parlent de ce qui ne va pas, comme ça se passe dans la plupart des pays d'Afrique francophone où je voyage. Et je peux vous dire que dans ce pays, sur le terrain social, ça ne va pas. Sur le terrain infrastructurel, il y a du mieux, tout en sachant que le mieux dont on parle, c'est la continuité de ce qui a été fait avant, parce que personne ne va nous faire croire que c'est Patrice Talon qui a inventé la nécessité de la réforme infrastructurelle. Avant lui, certains projets avaient commencé, et il a été assez intelligent pour les continuer. Certains ont abouti, d'autres pas. Sur le terrain social, je le dis et je le répète, il y a une chute vertigineuse, d'accord, d'un état qui était déjà précaire auparavant, mais d'un état d'équilibre social au sein de la nation. Une chute vertigineuse, une paupérisation extrême, une chute de l'emploi des jeunes, des difficultés extrêmes. Il y a les grandes annonces télévisuelles sur le RTB, qui est la télé présidentielle, où on peut dire tout ce qu'on veut sans être contredit. Et puis il y a maintenant la réalité des faits. Il faut aller sur les réseaux sociaux, entendre ce que disent la population. Il faut aller dans les rues, parler avec la population. Kémy Séba, merci pour vos opinions. Je vais vous donner de laisser passer sans quand même recueillir votre opinion sur le conflit israélo-palestinien qui quand même secoue un peu la planète. Écoutez, le conflit israélo-palestinien, c'est le sommet émergé de l'iceberg de l'impérialisme occidental, notamment français, qui d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, soutient aveuglement la position israélienne, qui est une position de colonialisme extrême, ultime, sur une terre où il y avait des gens qui étaient là et qui sont venus coloniser, alors que les Palestiniens n'avaient rien à voir avec l'escansion intra-européenne, la guerre interethnique qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il est important qu'on dise une chose. Il y a des gens bons et des gens mauvais partout. Il y a des juifs bons, des arabes bons. D'accord ? Il y a des juifs mauvais et des arabes mauvais. D'ailleurs, dans ces deux contrées, il ne fait pas toujours bon d'être noir, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien. On peut aussi le dire. Maintenant, moi, j'ai un principe qui est l'anticolonialisme, quelle que soit la région où je me situe. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a une entité qui colonise, c'est l'entité israélienne, l'entité sioniste, et il y a une entité qui est colonisée, c'est l'entité palestinienne. Ce que j'ai dit, il y a des juifs anticolonialistes qui sont d'accord avec moi, d'accord ? Et dire cela ne signifie pas que j'approuve le meurtre d'individus, quel qu'il soit. Mais j'ai donné un exemple qui, pour moi, résume tout. Si vous êtes dans une maison, vous avez 6 pièces, vous êtes avec votre femme et vos enfants, et que maintenant un groupe d'individus arrive dans votre maison, armés, vous n'avez pas ces armes, vous menacent et vous incarcèrent dans une chambre sur les 6 chambres qui existent, et maintenant installent leurs enfants, leurs femmes et autres dans les 5 autres chambres, font la fête, vous terrorisent, vous n'avez pas le droit de sortir de votre seule pièce alors que vous étiez à la base le propriétaire de la maison. Si vous osez sortir de votre seule pièce, on vous tabasse, on vous agresse, on viole vos femmes, on viole vos enfants. Un jour ou l'autre, peut-être que quelqu'un dans la chambre dans laquelle vous êtes avec votre famille va prendre un couteau, et va essayer de sortir et va essayer de tuer n'importe quel des envahisseurs. Ça ne veut pas dire que nous validons cela, ça ne veut pas dire que nous pensons que c'est bon, mais nous comprenons ce qui peut emmener des gens excédés et dépassés par la violence raciste et impériale de la colonisation à avoir des réactions qui sont du cadre de l'irrationalité. Voilà. Alors comment on finira avec ce conflit selon vous ? Moi je pense qu'il y a des gens qui vous parlent de 2 États. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait un État où toutes les confessions puissent exister en tant que telles. Tout simplement.
c'est une terre qui appartient à l'humanité dans sa globalité. Les chrétiens doivent avoir le droit de s'exprimer, les musulmans doivent avoir le droit de s'exprimer, et les juifs doivent avoir le droit de s'exprimer. Mais on ne peut pas faire abstraction du réel. C'est une terre qui appartient aux populations de ces trois religions-là. Donc que ces trois religions puissent avoir le droit d'exister et de coexister dans un même espace. Moi, je crois que ça doit être une norme pour tout le monde. Un mot à l'endroit de votre communauté pour conclure cet entretien? La paix soit sur eux toujours, et dire toujours aux nôtres de se tenir mobilisés. Je les remercie d'ailleurs très profondément de leur grande mobilisation qu'il y a eu, alors que ça n'a duré que 5 heures ou 6 heures lors de ma dernière arrestation. Que ce soit au Bénin ou ailleurs, aujourd'hui tout le monde regarde le Bénin, tout le monde regarde le comportement du gouvernement béninois, et tout le monde observe la manière dont le gouvernement béninois va se comporter avec les voix dissonantes que nous sommes. Nous le disons et nous le répétons, nous n'avons peur que de Dieu. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Je pense que dire la vérité aux dirigeants béninois, c'est faire œuvre démocratique. Cacher cette réalité, c'est dans une voie qui frise la dictature et qui frise quelque part le népotisme. Je ne suis pas dans cette voie-là. Merci à vous, Kémy Séba. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Urgence Panafricanisme. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.